Bonjour, alors dans ce document, on va voir les stratégies de flow avec Git. Donc, Git, c'est un outil quand même assez polyvalent qui peut se prêter à de nombreuses stratégies de développement et de collaboration. Donc, ce qui distingue les stratégies entre elles, c'est les branches, l'utilisation des branches. Donc, quand est-ce qu'on crée des branches? Quand est-ce qu'on fusionne des branches? Comment on va fusionner ou combiner des branches? Quand est-ce qu'on va détruire ou terminer des branches? Il y a aussi l'utilisation des tags. Donc, quand taguer et quoi mettre dans les tags. Donc, la stratégie la plus simple, c'est la stratégie d'utiliser une seule et unique branche. C'est la stratégie que vous avez utilisée dans mes cours précédemment. Donc, vous avez juste la branche master, puis vous faites des commits là-dessus, puis bon, ça progresse. Donc, ça peut convenir lorsque vous êtes seul à travailler sur un projet. Et même là, des fois, c'est pas nécessairement la meilleure stratégie, la stratégie la plus optimale. Donc, la stratégie master seulement, vous avez une branche, vous avez une suite de commits, et vous avez votre historique linéaire. Donc, maintenant, les branches. Donc, on suggère en général, là, je vais me tasser un peu la binette ici. Donc, en général, on suggère de créer une nouvelle branche Git pour chaque nouveau truc que vous entreprenez pendant le développement. Donc, un truc, ça peut être corriger un bug, ajouter une feature, peu importe qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous créez une nouvelle branche, puis vous le faites dans cette branche-là. Comme ça, vous endommagez pas la branche master. Puis tant que votre truc que vous développez est pas au point, vous le laissez séparer de la branche master. C'est seulement quand vous avez terminé que vous allez fusionner. Donc, vous avez ici l'idée que master, vous avez des commits, là, vous commencez une branche, puis quand vous êtes satisfait de ce que vous avez fait dans votre branche, vous faites un fusionnement, donc un merge, pour ajouter ça dans la branche master. Donc, pourquoi des branches? Donc, l'avantage des branches, c'est que la branche master, comme un peu je l'ai expliqué précédemment, elle peut rester clean, avec du code compilable, testable, stable. Il n'y a rien d'achevé à moitié là-dedans. Donc, à tout moment, vous pouvez, en quelque sorte, déployer cette branche-là pour avoir un logiciel fonctionnel. Donc, chaque développeur travaille dans sa propre branche sans être importuné à tout moment par le fait que d'autres développeurs vont pousser des choses puis qu'il peut se ramasser avec du code qui est instable. Donc, les inconvénients, c'est que, bien entendu, ça fait en sorte que les processus de développement puis le flow comme tel est plus compliqué. Okay. Donc, il y a aussi une possibilité d'avoir un grand foutoir si jamais vous ne faites pas attention à la façon dont vous corrélez entre vous dans l'équipe. Et pour éviter d'avoir justement ce grand foutoir-là, il faut avoir une stratégie. Donc, il existe de nombreuses stratégies de flow. Okay, donc ici, on voit, en parlant de foutoir, ici, on voit un exemple de foutoir en quelque sorte. Donc, il existe de nombreuses stratégies de flow, donc des stratégies de branchage avec Git et de tag aussi. Donc, l'important, c'est pas tant de choisir la bonne stratégie que d'en avoir une de base et de la suivre méthodiquement. Donc, sinon, on obtient un historique de type spaghetti. Donc, si jamais ici vous cliquez sur le lien, vous allez voir que c'est un lien qui décrit différentes stratégies de flow. Donc, quelle stratégie choisir? Donc, la stratégie de flow va dépendre de la taille de l'équipe et de l'équipe ou des équipes de codeurs. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs équipes? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes un petit groupe ou une immense cohue? La cohésion de l'équipe. Donc, est-ce que c'est une équipe de collègues qui travaillent ensemble dans un même bureau ou dans une équipe délocalisée avec des contributeurs possiblement non fiables? C'est quoi le modèle de déploiement et de livrable? Donc, release. Est-ce que c'est un déploiement continu, par numéro, etc.? C'est quoi le degré de sécurité et de protection qu'on veut accorder à la branche master? Donc, quelle que soit la stratégie utilisée, il y a certains points en commun entre ces différentes stratégies-là. D'abord, la branche master doit toujours être le plus propre possible, donc avec un code compilable qui passe tous les tests.
En général, on suggère donc de bloquer les commits directement dans la branche master. Donc, tous les changements doivent alors obligatoirement se faire dans une branche secondaire avant d'être fusionnés dans master. Soit qu'on le fusionne directement par certains membres d'équipe qui ont les privilèges, ou alors on va utiliser ce qu'on appelle des pull requests, ou des requêtes de tirage, présumément en français. Donc, les branches accessoires de développement devraient être de courte durée de vie, donc quelques jours tout au plus. Ce qui nous amène disons, à dire que on retrouve deux catégories de branches dans les stratégies de développement. Il y a ce qu'on appelle des branches au long cours. Traduction, quand même excellente traduction de long-lived branches, donc des branches au long cours. Et il y a des branches temporaires, donc short-lived branches. Donc les branches au long cours, c'est des branches qui vont perdurer pendant toute la durée du projet, donc plusieurs semaines, mois ou années. La branche master, c'est un exemple de branche au long cours. Des branches temporaires, ces branches servent à développer une feature, corriger un bug, etc., sont en général des branches de travail pour un développeur unique. Comme indiqué précédemment, ces branches devraient être rapidement fusionnées dans la branche au long cours, puis détruites. Donc, les branches au long cours, ce qui va distinguer principalement, là, je vais me tasser, je vais me mettre ici. Donc, ce qui va distinguer principalement les stratégies de flow entre elles, c'est le nombre et la finalité des branches au long cours qui vont être utilisées. Si vous utilisez par exemple le GitHub Flow ou le OneFlow, vous avez une seule branche au long cours qui est master. Si vous utilisez le GitLab Flow, vous allez avoir plusieurs branches au long cours, par exemple master, production, releases. Et finalement, si vous utilisez le GitFlow, vous allez avoir deux branches principalement, master et develop. Donc, je n'ai pas l'intention de m'attarder sur la description de ces différents flows-là. Je veux dire, si jamais vous utilisez un cours ou est-ce que vous utilisez un flow ici, quelconque qu'on ne prend pas dans le cours ici, on va vous le montrer rendu là. Okay? Donc, je sais pas, il faudrait que je demande à Kevin quel genre de flow il utilise dans ses cours de projet 1 et 2. Je pense qu'il utilise le GitFlow, mais je ne suis pas totalement sûr. Donc, branches temporaires. Donc, les branches temporaires servent à développer des features ou corriger des bugs. Donc, typiquement, on va avoir le main, on va avoir une feature, on décrit, on fait certains commits, puis après ça, proof, on fusionne avec la branche master. Là, on l'appelle main ici. Là. Des fois, on va l'appeler main, on l'appelle, donc on fusionne en master. Après ça, mettons un bug. OK, on crée une branche pour régler le bug, puis après ça, pouf, on fusionne. Okay, donc, c'est un peu l'idée que ça va donner, le genre d'historique qu'on va retrouver avec ce genre de développement-là. Alors, nous, dans le présent cours, on va utiliser une stratégie ou une variante de ce qu'on appelle le GitHub Flow. Donc, on va aller voir ici qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est une stratégie de flow, une des plus simples, après la stratégie à branche unique, donc master seulement. Donc, la stratégie va pouvoir être différente, comme je l'ai dit tantôt, dans vos cours de projet 1 et projet 2. Alors ici, je suis allé sur la page web, là, Understanding the GitHub Flow, et on voit ici les différentes étapes. Donc, la première étape, je vais essayer d'ajuster correctement la chose. Ouais, je vais essayer de me tasser. Donc, la première étape, c'est écrit « Créer une branche ». Après ça, la deuxième étape, ça va être d'ajouter des commits, en fait, de régler le problème. La troisième étape, ça va être de faire une pull request pour fusionner les modifications dans la branche maîtresse qu'on a ici en haut. Après ça, éventuellement, avant que la requête soit acceptée, il va falloir avoir certaines discussions. Le code va être revu ou la solution va être revue. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Deploy. Ouais, nous, on fait pas vraiment de déploiement, donc on oublie ça. D'ailleurs, ça m'étonne qu'ils fassent un deploy à partir d'ici et non pas. Ouais, un deploy, en fait, c'est pas. On pourrait faire un déploiement pour valider vraiment que le truc est correct avant de fusionner. Bon. Là, il y a différentes stratégies possibles ici. Là. Il y en a qui vont probablement fusionner avant de déployer. Mais bon.
ça, cette partie-là, disons qu'elle peut être discutable, mais nous, de toute façon, on ne la fait pas, on ne déploie pas. Et finalement, on va fusionner. OK? Donc, c'est ça, essentiellement, notre stratégie. Là. Ça s'appelle le guide Upflow. C'est essentiellement la stratégie qu'on va utiliser. Donc, une pull request, qu'on appelle aussi une merge request. Donc, pull request, c'est dans GitHub. Merge request, c'est par exemple dans GitLab. Ou en français, requête de tirage ou requête de fusion. C'est une étape incontournable lorsque la branche master est protégée et qu'on veut y fusionner le contenu d'une branche de développement. Donc, typiquement, vous allez avoir le repo ici sur lequel vous travaillez et vous allez faire une fusion avec le repo de destination qui est le master. En fait, la branche master, on l'a ici, et la branche feature, par exemple, quand on veut développer une feature. Donc, le fonctionnement d'une pull request, c'est que lorsque le développeur est prêt à fusionner son travail dans master ou dans une autre branche maîtresse, il effectue sa requête de tirage. Donc, la requête est alors révisée par certains autres développeurs, généralement senior ou admin. Il peut y avoir des conversations, des ajustements au code qui vont s'en suivre, qui vont être demandés. Puis, la requête va éventuellement être approuvée ou rejetée par les réviseurs et finalement, la fusion va pouvoir avoir lieu. Donc, tout ça, je vous explique ça ici d'une manière théorique, mais tantôt, quand vous allez utiliser DevOps partie C, vous allez faire ces choses-là. Donc, quand utiliser les pull requests, donc pour les petites équipes de 1 à 4 développeurs de compétences semblables, les pull requests ne sont pas très avantageuses. Ils sont peut-être même nuisibles en quelque sorte parce qu'elles alourdissent inutilement le flow. Donc, vous allez me demander pourquoi on utilise ça dans le cours. Ben, tout simplement parce que je veux vous habituer à travailler dans des plus gros groupes pour voir comment ça fonctionne en réalité. Okay? Mais, vous allez, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de mal à faire quelque chose d'un peu plus compliqué pour après ça, quitte à le simplifier si jamais vous voulez le simplifier. Donc, normalement, dans une équipe de 1 ou 2, ce ne serait pas l'idéal de fonctionner avec des pull requests. Donc, pour des équipes qui sont plus nombreuses ou asymétriques, donc asymétrique, pardon, ça veut dire par exemple avec des développeurs moins expérimentés ou occasionnels, ou possiblement moins fiables, et d'autres développeurs qui sont des développeurs expérimentés, qui sont là de façon constante. Les pull requests, c'est quoi? C'est un rempart nécessaire pour protéger et assurer la qualité du code de la branche master. Alors, on va voir maintenant quelques détails, mais généraux, sur les différentes commandes Git qu'on peut utiliser pour gérer le flow. Donc, la première commande, c'est la commande branch et la commande merge. Donc, de la branch pour créer une nouvelle branche, donc créer une nouvelle branche, et merge pour fusionner. Donc, les opérations Git de base pour réparer le flow, c'est branch et merge. Ensuite de ça, bon, je pense que je vais me tasser la vignette. Vous avez Git tag. Donc, certaines stratégies de flow vont demander de taguer certains commits. Donc, un tag, c'est quoi? C'est un identifiant qui est donné à un commit. On peut par la suite référer à ce commit-là par cet identifiant-là. Donc, en général, on va servir des tags, par exemple, pour identifier des releases. Par exemple, ici, on pourrait dire que ça, c'est la release 2.3.0. Fait qu'on va mettre un tag sur ce commit-là. Le tag va s'appeler 2.3.0. Donc, Git rebase. Donc, certaines stratégies vont recommander d'utiliser rebase, par exemple, juste avant de fusionner dans master. Si on voit le OneFlow, si vous allez sur l'option numéro 3, ou encore la stratégie de flow centralisé. Le rebase permet de réécrire l'historique de vos commits, donc dans l'ordre et les messages aussi. Donc, l'ordre des messages et les messages peuvent être changés. Il est même possible de fusionner certains commits ensemble, une opération qu'on appelle squash. Donc, rebase permet aussi d'importer les commits d'une autre branche, par exemple master. Donc, on voit la prochaine diapo. Donc, attention, il ne faut jamais rebaser les branches distantes au long cours, sauf si vous êtes évidemment le seul dans l'équipe, parce que rebase va toujours détruire l'historique des commits. Donc, le plus sécuritaire, en fait, c'est de ne rebaser que les branches locales. Mais typiquement, si vous avez une branche de développement, puis vous savez que vous êtes le seul à travailler dessus, vous pouvez la rebaser, même si elle est stockée sur le serveur. Donc ici, on a un exemple de rebase. Par exemple, on a master,
Le master a continué à évoluer, puis nous, on a une nouvelle feature qu'on est en train de développer, qu'on a fait des commits dessus. Puis là, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va, juste avant de fusionner notre nouvelle feature dans master, on va commencer par faire un rebase de nos commits ici sur les nouveaux commits ici de master. Donc, on voit ici que la flèche ici a été déplacée pour à partir d'ici. Donc, on a fait un rebase de nos commits sur master. Puis après ça, on a fait une fusion. Donc, ça permet d'éviter certains problèmes de conflit de fusion, puis ça permet de simplifier l'historique, de fonctionner comme ça. Puis vous allez voir dans DevOps, c'est comme ça qu'on va procéder. Donc, malheureusement, des fois, il y a des conflits de fusion, donc des merge conflicts. Donc, c'est difficile à résoudre, puis idéalement, il faut les éviter. Donc, pour les éviter, l'idée, c'est d'avoir des branches de développement qui sont de courte durée, de sorte que vous n'êtes pas pris en train de développer quelque chose, puis en même temps, il y a plein de travaux nouveaux qui s'accumulent dans master. Okay. Ensuite de ça, d'utiliser une architecture de codage qui permet un bon découplage du code, sinon vous allez encore une fois faire certaines modifications, puis là, l'autre va vouloir pousser, puis là, il y aura des conflits parce qu'il y a certains fichiers critiques. Donc l'idée, c'est d'avoir une bonne structure à la base, puis après ça, chacun peut développer de son côté, puis les gens se pèlent pas trop ses pieds, puis Git est pas trop fucké dans sa mécanique de fusionnement. Aussi, ne pas réécrire l'historique des branches au long cours, master ou develop, ça on a déjà parlé. Puis, si jamais un conflit est prévisible, alors l'idéal, c'est de le résoudre dans la branche avant de fusionner dans master. Donc, on veut pas avoir de conflit dans master. Donc, s'il y a un conflit, ben, on prend master, on l'intègre dans la branche. Et après ça, on règle le conflit dans la branche. Et si on réussit à régler le conflit dans la branche, après ça, on fusionne la branche avec master. Comme ça, si jamais on fout le bordel, mais le bordel est créé dans la branche et non pas dans master. Une autre commande qui peut être utilisée, c'est la commande cherry pick. Donc, cueillette de cerises. Donc, ça veut dire, autrement dit, qu'on va sélectionner exactement le commit qu'on veut. Par exemple, supposons qu'on a ici la branche master. Puis ici, on fait une espèce de commit spécial pour aller créer une nouvelle branche qui est une branche de release, qui est la release 2.3. Fait que là, on a la release 2.3, qui est une branche au long cours aussi. Et la release 2.3, dans master, tout d'un coup, pouf, on vient de régler un bug ici. Donc, ce commit-là, c'est le bug numéro 37 qui a été corrigé. Ça, c'est une nouvelle feature. Ça, c'est un bug. Ben, le bug qu'on a réglé dans notre master, on aimerait bien que la version 2.3 stable, elle aussi, elle ait le bug. On corrige le bug dedans. Fait qu'on peut prendre le bug, ici, le commit de master, puis on peut l'appliquer dans la branche, ici, 2.3 stable, de sorte que la version 2.3 va aussi être corrigée. Okay? Donc, ça permet, autrement dit, de prendre une correction de bug puis de l'appliquer dans différentes branches. Donc, pour faire ça, il faut faire un cherry pick. Donc, on fait un cherry pick, on va chercher le commit qui permet de régler le bug, puis pouf, on l'applique dans l'autre branche. OK? Donc, est-ce que vous allez faire des cherry pick dans le cours? Probablement pas, mais je vous explique c'est quoi un cherry pick. OK? Donc, voilà. Donc, pour terminer, vous avez différentes questions à répondre. Donc, ici, vous avez 7 points pour cette question, suivi de 8 points pour 8 questions. Et finalement, vous remettez le tout sur les A avec votre auto-évaluation sur 15 et le temps que ça vous a pris. Merci beaucoup. Et joyeux temps de Git. Jouer de la Git. Aucun rapport, je dis n'importe quoi.